Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans la Tech Démo. C'est un rendez-vous mensuel organisé par Alpicity qui est dédié aux PME pour identifier des solutions numériques à travers une démonstration en direct. Donc, on a aujourd'hui le plaisir de découvrir plusieurs web apps et outils no-code qui permettent de créer des logiciels d'application sans passer par la programmation informatique traditionnelle. L'entrepreneuse Gabrielle Lotz, qui est présente parmi nous, va vous présenter différents cas d'usage en partant d'exemples concrets qu'elle a construits. Donc, ce moment, on veut le rendre convivial, interactif. Donc, surtout, n'hésitez pas à poser vos questions durant la présentation en activant votre micro ou en les écrivant dans le chat. Je donne maintenant la parole à Gabrielle pour la démo. Merci. Bonjour, merci Sandrine pour l'introduction. Ça me fait très plaisir d'être là. J'espère que ça sera fructueux. N'hésitez pas si vous avez des questions, vous voulez interagir, c'est toujours avec plaisir. Je vais commencer par présenter un petit bout de présentation et après on passera à la démo des outils. Du coup, donc les outils no-code, ils deviennent de plus en plus prévalents depuis à peu près 2 ans maintenant. Il y en a de plus en plus. Ils font de plus en plus de choses. C'est de plus en plus intéressant, mais c'est aussi assez compliqué de savoir un petit peu qui fait quoi. Donc, le but de la présentation, c'est de vous en montrer quelques-uns et puis d'un petit peu expliquer comment est-ce qu'on peut développer et tester différentes choses sans écrire une ligne de code. Avant de démarrer, donc, je me présente. Moi, je m'appelle Gabrielle Lotz. Je suis suisse. J'ai un background de génie chimique à l'EPFL et un master en management de l'ETH. Donc, a priori, j'ai rien à voir avec le code. Mais au fur et à mesure de mes différentes activités entrepreneuriales, j'ai développé un certain nombre de projets et j'ai utilisé en fait les outils no-code pour faire tous les liens entre toutes les fonctions du business. Et c'est un petit peu comme ça que je suis arrivée là-dedans. J'ai vraiment plongé dans le domaine depuis maintenant 1 an et demi et construit différentes web apps pour différents clients, en plus de mes propres projets. Donc, c'est dans ce cadre-là que je suis là aujourd'hui. J'ai une agence, du coup, qui s'appelle Green Change, où en fait, on supercharge un petit peu les projets durables. Donc, notre objectif, notre client cible, c'est les projets durables. Et donc, soit on les soutient, soit on en crée en développement, enfin en partenariat avec différentes organisations. Et puis, en fait, on a une équipe de freelance internationaux. Donc, c'est pas juste moi. Du coup, avant que je démarre vraiment, j'aimerais bien savoir qui vous êtes. Du coup, si vous pouvez scanner le QR code qui est là, ça va vous emmener sur un petit formulaire et ça va nous donner des infos un petit peu sur qui est-ce qui est présent pour cette démo. Comme ça, je m'assure que ce que je vous dis vous rend service. Et je ne fais pas un truc complètement targeté à côté. Pas mal. Donc ça sert de premier exemple. Le petit outil que j'ai utilisé, ça s'appelle Tally, qui permet de rédiger des formulaires très facilement et de les connecter avec différents tableurs. Dont je vais parler après. Mais comme ça vous fait déjà une petite vision. Et littéralement, ça m'a pris 5 minutes pour créer le formulaire, donc c'est super rapide. Le back-end, ça ressemble à ça. Bien. Du coup, je peux changer facilement la couverture si je veux. Je peux pouvoir changer le logo. Typiquement ici, on pourrait rajouter une nouvelle question. Donc, si je veux rajouter une nouvelle question, je vais avoir différents choix. Soit je peux ajouter juste le bloc de réponse, soit je peux ajouter la question complète. Typiquement, petite réponse, longue réponse, multiple choice, email. Imaginons que je voulais collecter vos mails. Hop. Entrée, votre adresse email. Et puis, john@westeros.com, comme ça, hein, si jamais vous avez des doutes sur le format d'une adresse email, on peut le mettre. Ici, je vais pouvoir rajouter, par exemple, je sais pas, la réponse E, pour rigoler. Je pourrais rajouter des trucs ici. Enfin, je vais pouvoir complètement, en fait, éditer. À partir du moment où c'est édité, je peux soit décider de faire un preview pour voir à quoi ça ressemble. Là-dedans. Ça, je vais pouvoir voir que tout s'affiche bien comme il faut. Hop, retour à l'éditeur. Et puis, je vais pouvoir publier.
Il a des intégrations qui sont pas mal. Et ce qui est très cool chez Tally, déjà, c'est une start-up belge et ils sont adorables les deux qui sont derrière, qui ont vraiment commencé ça pendant le Covid depuis leur salon. Et maintenant, leur version gratuite permet de faire énormément de choses. Il y a différentes intégrations. Typiquement, on peut même mettre des webhooks qu'on va pouvoir lier avec Airtable, avec Google Sheet aussi, avec Slack. Tout ça, ça se fait gratuitement. On peut choisir de faire la connexion. Je retourne à ma présentation. Donc, le no-code, pour définir, donc en fait, c'est une solution simplifiée qui va permettre d'utiliser des outils numériques et au lieu de faire de la programmation en écrivant du texte et en ayant parfois un peu, on peut voir ça comme du charabia si on n'est pas familier, on va en fait pouvoir faire de la programmation qui est visuelle. Donc, on va pouvoir grouper, attirer, lier différents outils, différents liens entre eux, simplement, en gros, en faisant du drag and drop ou en faisant des clics. C'est une grande généralisation parce que, comme je disais avant, il y a beaucoup d'outils différents, mais c'est vraiment cette idée où il n'y a plus besoin d'avoir une connaissance de langage de code, mais on va vraiment pouvoir aller faire des liens visuellement, et si on a la logique, tout est bon. Alors évidemment, sans logique, c'est plus complexe, mais ça c'est comme les choses pour le reste de la vie. Du coup, je vais vous montrer 4 outils aujourd'hui. Le premier, c'est Softer, qui fait des sites web, des web apps, et même on peut convertir ces applications en applications qui vont aller sur le téléphone. On va avoir Airtable qui fait les bases de données. Donc, pensez Excel, mais pas mal plus, donc connecté et ainsi de suite. Tally, le petit formulaire que vous avez vu. Et puis Make, qui va faire de l'automatisation, qui va vraiment pouvoir permettre de dire, OK, s'il se passe cette chose dans cette application, eh ben, on va déclencher cette action dans cette autre application. Et en fait, du coup, c'est super puissant. C'est un petit peu, on l'appelle la glue d'Internet. Je vais vous montrer 3 sites avec différentes fonctionnalités. Donc, d'abord, un petit site dynamique qui est assez simple, ensuite une application web et ensuite un site avec accès membre. Et je vous montrerai, j'espère qu'on a le temps, de comment on va pouvoir un petit peu éditer le back-end pour que vous voyez un petit peu la cuisine qui est derrière. C'est parti. Le premier site. Le premier site, c'est un petit site qui a été fait au début de la guerre en Ukraine, parce que j'ai fait ça à titre personnel. Je voyais plein de gens partager toute une série de ressources pour aider. Personnellement, ça m'a généré beaucoup d'anxiété et du coup, je me demandais comment contribuer. Je me suis dit, un truc que je sais faire, c'est rassembler l'information et la structurer. Donc, petit site qui va permettre de soit fournir de l'aide, soit recevoir de l'aide. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va avoir différents moyens pour fournir du soutien qui ont été classés par différentes catégories, typiquement argent, abri, des supplies, du bénévolat et ainsi de suite, et différents endroits. Donc ça, c'est des typologies d'informations qu'on a choisies pour ce projet-là. Et si maintenant on clique, par exemple, on veut donner de l'argent à des projets qui sont en Ukraine, ça va en fait directement nous montrer toute une série de ressources avec toujours le même template, des petites cartes, une image, un petit titre, le pays, le mot-clé ou la catégorie en l'occurrence, une petite description comme ça, on sait ce que c'est. Et à partir du moment où on clique, en fait, ça nous emmène dans une page externe qui n'a plus rien à voir avec le site. Ça sert juste en fait de lien. Donc c'est un petit site entre guillemets très très simple. Et ce qui est intéressant ici, c'est que c'est lié à une base de données qui est derrière et ça permet simplement de visualiser cette base de données en fonction des différents critères qu'on a mis. OK. Ensuite, maintenant, on va regarder un site qui est un petit peu plus compliqué. Ça, c'est le projet par lequel je suis entrée dans le no-code. Chercher une liste de journées internationales pour un autre projet, je ne trouvais pas, ça m'a fatiguée. J'ai mis une liste en ligne que j'ai faite sur une plateforme qui s'appelle Medium. L'article a fait 200 000 vues. Du coup, je me suis dit, tiens, c'est peut-être l'occasion d'en faire quelque chose de plus élaboré. Donc,
c'est un répertoire de journées internationales. Il y a la journée internationale de la femme, la journée internationale du cheesecake ou de pie, pour citer celle de mars. Enfin, il y en a énormément. Donc, c'est un petit site qui va nous permettre de rassembler les différentes journées qui ont lieu, par exemple, aujourd'hui. Allons voir, qu'est-ce que j'ai... allons voir la raclette, tiens, c'est à propos, j'ai même pas fait exprès. Si je clique ici, à l'inverse de l'autre, donc ça va on reste dans une page qui est à l'intérieur du site. Donc on va avoir plus d'informations, on va par exemple, on retrouve le nom, on a la date, on va pouvoir partager avec les personnes potentiellement concernées, une petite image, une description, des infos de catégorie, et ainsi de suite. Donc ça reste assez simple, mais on peut déjà présenter plus d'informations qu'on aurait pu le faire avant. En dessous, l'outil nous remet en fait toutes les journées internationales qui sont liées à ce jour. Aujourd'hui, bon, c'est pas super intéressant parce qu'on vient de les voir, on vient des journées d'aujourd'hui, donc on est familier. Par contre, si tout d'un coup on allait sur une autre date, on aurait les journées qui sont liées là. Et c'est ça en fait qui est super puissant avec l'outil de front-end que j'utilise pour vous montrer, qui s'appelle Softer, on ira dans le back-end après tout à l'heure, c'est qu'en fait, on peut vraiment commencer à lier des données. Donc, on a les données du sujet en question et les données liées. Par exemple, maintenant, on imagine, on fait un site on veut informer la population sur les lacs qu'il y a en Suisse. Chaque lac pourrait avoir une petite page avec des informations, des liens, des graphiques, des explications, ainsi de suite, des personnes impliquées. Et puis en dessous, on pourrait par exemple montrer des petites fiches pour chaque poisson qui habite dans ces lacs. Donc, on va pouvoir lier l'information. À partir du moment où l'information elle est liée dans la base de données derrière, c'est reflété sur le site. Alors, je vais maintenant vous montrer ce qui est, en fait, comment le site est généré. Parce que chacune de ces pages, donc je vais revenir en arrière pour vous en montrer d'autres. Comme ça, vous voyez que c'est un peu automatique. On va aller voir le cacao. En gros, tout ça, chaque page se génère automatiquement depuis la base de données qui est en arrière. Donc maintenant, je vous la montre. Donc, elle est un peu impressionnante, comme ça, à premier abord. Ne vous laissez pas intimider. En gros, donc là, on est sur Airtable. On va classifier l'information de différentes manières. Pardon. Donc, à l'inverse de Excel, où on peut mettre, tout d'un coup, on va pouvoir mettre du texte dans une cellule, ensuite on va pouvoir mettre une formule, ensuite on va pouvoir mettre des chiffres. Dans Airtable, on est un peu plus strict. C'est une colonne par typologie d'information. Donc, typiquement, pour ce projet-là, on a choisi d'abord de commencer avec le nom de la journée. Ensuite, on va avoir la date. Là, on a un petit numéro pour la cuisine interne. Ensuite, on a l'URL qui est donnée pour ce projet-là. On a une image. On a choisi différentes catégories. On a choisi différents mots-clés. Et ils sont tous attribués. Si je continue dans ma base, je peux décider, OK, qu'est-ce qui va être posté, à quel endroit sur les médias sociaux. Je peux tout automatiser. Je vais avoir la description que vous voyez avant. Si je clique, ouais, vous avez un peu plus de contenu. Ouais, ça, c'est la description de 2022. Les descriptions de 2023 sont déjà en place parce qu'il y a certaines dates où ça change. On continue. Ensuite, on a même pu générer différentes images automatiquement avec un petit add-on. Typiquement pour les réseaux sociaux, c'est assez utile parce qu'on n'a pas, ni moi ni mon équipe avons envie de générer 3500 fois des graphismes. Ça n'amuse personne. Et on va continuer à avoir différentes infos. Et ça, en fait, si je fais une modification là-dedans, ça va direct se refléter sur le site Internet. Donc, c'est super puissant. Et surtout, le site je pense qu'il doit bien avoir 3600 pages maintenant, même plus, suivant comment on regarde. Il faut se dire qu'il y en a moins d'une centaine qui ont été faites à la main, et on pourrait imaginer qu'il y en ait bien, bien moins si on fait une architecture particulière.
On a aussi l'option, comme vous l'aviez vu avant, d'aller faire des recherches. Typiquement, on va pouvoir aller rechercher par catégorie. Ou, tiens, par exemple, l'environnement, on va voir ce qui se passe. On retrouve les différentes journées. On va pouvoir combiner ça avec la spiritualité, par exemple. Et si vous regardez bien, donc là, on est dans les catégories. En fait, ça reflète les catégories qui sont dans cette colonne-là. Donc, si les données sont bien structurées, on peut vraiment présenter les informations de manière précise et super dynamique. Ensuite, le dernier site, c'est un petit outil qui a été fait pour les bibliothèques d'objets. Donc, les bibliothèques d'objets, c'est un peu comme les bibliothèques pour les livres, sauf qu'au lieu d'aller emprunter une BD, par exemple, on va aller emprunter une perceuse. Parce que la durée d'usage moyenne d'une perceuse sur sa vie, c'est 8 minutes. Et du coup, ça ne fait pas vraiment de sens qu'on en ait tous une à la maison. L'idée ici, c'est d'avoir une première page d'accueil qui est publique, avec différentes informations. On va pouvoir trouver toutes les bibliothèques d'objets qui existent dans le monde. On va pouvoir voir où est-ce qu'il y en a. Typiquement, en Suisse, il y en a pas mal parce que ça a été une demande pour un client suisse, ce site-là. Et puis, on va pouvoir aller cliquer sur diverses et avoir un petit profil pour en l'occurrence la manivelle qui est la bibliothèque d'objets de Genève avec les heures d'ouverture, les prix et ainsi de suite. C'est particulièrement utile parce que comme la plupart de ces projets sont faits par des gens certes très motivés mais qui n'ont pas forcément des compétences informatiques folles, les sites ne sont pas forcément tous bien référencés, c'est parfois assez compliqué de les trouver. Et dans cet objectif-là, ce site ici va permettre en fait de rassembler les informations. Donc, on a une partie où les utilisateurs peuvent s'enregistrer, peuvent se loguer, et on va pouvoir faire toute une série de choses. Typiquement, on va pouvoir ajouter une bibliothèque d'objets. Donc là, on retrouve un formulaire sur Tally, comme je vous montrais tout à l'heure. Il est pas mal plus élaboré, celui-ci. Il a beaucoup plus de champs, et ainsi de suite, avec des champs images. On va pouvoir typiquement trouver d'autres bibliothèques d'objets qui existent. Donc, une des problématiques qu'il y a parfois, c'est de savoir, OK, quelle bibliothèque d'objets utilise le même outil de près. En regardant ici dans Landing Tool, on peut aller par exemple sur MyTurn. Imaginons qu'on veut trouver les gens qui utilisent MyTurn. On pourra juste sélectionner ici ou, typiquement, on a pas mal de différents filtres qu'on a mis en place pour la base de données. Donc, on va pouvoir faire des recherches. Une autre chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut trouver tous les documents. Et ça, c'est super pratique parce que toutes ces organisations, actuellement, à travers le monde, elles n'ont pas en fait d'organisation fêtière. Pas comme typiquement tous les employés de Siemens, ils ont tous accès à un OneDrive ou à un ShareDrive ou à un Google Drive. Ici, c'est que des entités séparées, rien n'est rassemblé. Et pour l'instant, ils se retrouvaient juste à échanger des bouts de Google Drive à gauche, à droite. Ce n'était pas du tout durable. Et là, en fait, on a commencé à rassembler les documents qui sont utilisés publiquement pour que les différents porteurs de projets n'aient pas à réinventer l'eau tiède chacun, parce que c'est toujours un peu dommage. Donc, typiquement, on va pouvoir aller sur communication et français, on va se dire, et on va voir les différents documents qui existent, dont les autres organisations peuvent s'inspirer. Et enfin, le bout que je trouve le plus incroyable avec toute cette histoire, c'est qu'on va pouvoir aller éditer notre bibliothèque d'objets. Donc, en tant qu'utilisateur, à partir du moment où je me logue sur le site sait que c'est moi. Il a mon adresse email. Et dans la structure de la base de données que je vais vous remontrer, qui est celle de ShareStarter maintenant, donc du projet, s'il veut bien nous la charger. On peut voir que pour chaque bibliothèque d'objets, il va y avoir différents utilisateurs associés. Et à partir du moment où le système, je lui ai dit, montre-moi les bibliothèques pour lesquelles j'ai les droits d'accès, il va les présenter.
Donc, on va aller sur la version de démo et on va pouvoir aller éditer le profil en temps réel. Donc, avec le petit stylo, on va pouvoir direct aller faire une modification là-dedans et ça va être reflété direct dans la base. Ah, je m'excuse. Ah, c'est bon. Donc, c'est incroyable parce que on peut avoir différents utilisateurs qui éditent différents types de données sans leur donner accès à la base qui est dans le back-end. Parce que pour des raisons de confidentialité et tout, on ne veut pas forcément que tout le monde puisse voir tout. Donc là, on a vraiment une espèce de surcouche qui va nous permettre de faire de l'édition. Je vais vous montrer du coup tout ce qui est arrière-plan pour que vous puissiez voir. Donc, on va aller maintenant dans le back-end de Softer. Donc là, on est en fait dans l'outil que j'utilise pour construire la page. Donc, on est de nouveau sur le site des Journées internationales. Vous voyez que typiquement, il y a 3 headers, enfin, il y a 3 boutons de navigation qui vont varier en fonction de qui sont les différents usagers de mon site. Si c'est public, par exemple, ils vont voir celui-ci. S'ils sont logués et gratuits, ils vont voir celui-ci. S'ils sont logués et payants, ils vont voir celui-ci. On va pouvoir regarder. Et puis, on va avoir différents blocs. Et maintenant, je vais vous montrer l'édition d'un bloc en particulier qui est un peu le plus cool de tous, à mes yeux. Et du coup, comme ça, on va voir la partie no-code. Vraiment. Alors, en allant dessus, donc ça, c'est le bloc de recherche qui est un petit peu plus élaboré pour les personnes qui ont payé. Et si on clique, ça là, on va voir, donc, on va en fait connecter avec Airtable. Là, c'est la clé de mon API, c'est la clé de mon accès. Ensuite, on va lui dire, OK, à quelle base on se connecte. On lui donne d'autres informations. Et puis, on va pouvoir aller dans ce qu'ils appellent les features, où ici, je vais pouvoir choisir les catégories qui vont s'afficher ici. On va pouvoir voir les différents mois qui sont dessous. On va pouvoir voir les SDG, même pareil, les mots-clés, pareil. Et d'ailleurs, les mots-clés, il y en a tellement. Et on va pouvoir faire l'édition directement, typiquement si on veut choisir la manière dont c'est stylisé. On ne va pas devoir écrire du code. C'est vraiment tous nos codes. Enfin, il suffit juste que je clique aux différents endroits, je lui dis quelle couleur je veux, la taille du font et ainsi de suite. Donc, c'est très visibig. Enfin, what you see is what you get. Si ça parle à des personnes de l'audience, j'espère. Donc, en fait, on va pouvoir vraiment cliquer, faire cette sélection. Ensuite, les petites cartes, elles sont faites de cette manière-là. Je peux sélectionner différents champs. Je peux dire, OK, je veux du texte et que je veux que tu me prennes le contenu de la colonne des textes final qui vient de ici. Et où est-ce que je suis? Hop. Et en fait, je lui dis tout et je lui dis au moment, OK, dès que tu cliques, je veux que tu ailles sur cette page qui s'appelle Item Detail, qui va d'ailleurs changer de nom parce que c'est pas le bon. Donc, tout ça, c'est nos codes. Pareil pour la base de données qu'on voyait derrière, tout est en visuel en fait. Il y a pas, à aucun moment j'ai dû aller coder, j'ai dû aller écrire des scripts. Il n'y a pas besoin. C'est juste en fait entre guillemets juste du drag and drop. Je peux vous montrer rapidement un petit peu la liste de ce qu'on fait, qui est bien au-delà de juste rajouter des blocs. Je m'excuse, c'est en anglais. Mais en gros, on va vous permettre de choisir les bons outils. On va vous permettre de structurer les bases de données pour que vous puissiez avoir les bonnes infos aux bons endroits, que ça soit lié de la bonne manière. On peut trouver les données dans le cas où c'est nécessaire. On va pouvoir vous aider à clarifier ce que vous vendez pour qui et combien. Alors, évidemment, dans les cas d'usage qui sont plutôt pour pour des outils internes, c'est moins nécessaire, mais comment dire,
la demande de l'utilisateur final reste importante. On va donner un coup de main pour le branding, pour l'écriture des textes aussi. On peut vous permettre de faire de l'intégration de paiement si nécessaire. On a développé une marketplace pour un projet qui fait des dons pour des organisations internationales. On peut même faire on peut faire une intégration avec Stripe Connect. Donc, on a les vendeurs d'un côté et les clients de l'autre, et la plateforme prend une certaine commission. Ça, maintenant, c'est possible de faire en no-code. On va vous permettre de structurer la web app pour que vous sachiez, pour que ça fasse du sens pour l'utilisateur qui arrive dessus et qui sache où cliquer, qu'il ne soit pas perdu, parce que c'est parfois un problème. On va pouvoir lier les différents outils entre eux pour qu'ils se parlent, automatiser les différentes tâches et puis communiquer avec les utilisateurs et construire vos process. D'ailleurs, ça me rappelle que j'ai promis que je montrais comment intégrer OpenAI avec l'automatisation. Je n'ai pas fait. Est-ce que on a deux? Oui, on a pour un peu de temps, comme ça, je vous montre. Donc, le cas d'usage où ça a été très utile. Donc, je reviens sur les journées internationales qui sont dans la base qui est sans fin. Quelque chose qui est nos clients pour ce projet-là, c'est des agences de communication et des différentes personnes qui sont responsables des médias sociaux. Pour eux, c'est très utile s'ils peuvent avoir les différents hashtags qui sont les plus appropriés pour la journée en question. Alors, j'avais commencé à payer des freelances pour qu'ils me trouvent les hashtags pour les 3500 jours. De 1, c'est un gouffre à fric. De 2, faire le check, ça prend un temps de dingue. Et de 3, la qualité, elle n'est pas toujours folle. Donc, le week-end passé, quand je suis allée regarder un peu le chatbot de OpenAI, en fait, j'ai vu qu'il y avait une version, donc ce qui est sorti dans le chatbot, c'est la version 3.5. La version 3 d'avant a en fait une API. Donc, API, c'est Application Programming Interface. Et en gros, on va pouvoir écrire, alors là, pour le coup, il y a un petit peu de code, mais on écrit un petit bout de code et il va, en gros, faire une requête à l'outil. Donc, ce qu'on a fait ici, c'est que pour les hashtags, et je vais aller tout en bas, comme ça, je peux vous faire la demande sans que ça m'efface. Check. On va pouvoir supprimer celui qui est là. Et si maintenant, je vais cliquer sur le bouton qui s'appelle Get Hashtag, on n'est pas très original dans le renommage des différents trucs. Là, en fait, il va m'ouvrir un tableau dans Airtable avec un petit bout de script. Et vous voyez, ça tourne un peu. En vrai, quand je ne suis pas en train de faire une présentation, ça va plus vite. Et là, en gros, il lui a fait une requête. Donc là, je m'excuse, il y a du code. Je sais que c'est une démo low-code, donc pardonnez-moi. Et en gros, on lui dit, va sur l'outil nananana. Le prompt, donc c'est la demande qu'on lui fait. Je lui dis, prends la cellule où il y a le nom de la journée internationale et va me trouver les hashtags les plus liés et les plus populaires. J'en veux 6. Je les veux en anglais et je les veux sur une ligne. Ensuite, ça, c'est des réglages dans l'application de OpenAI. Mais en gros, en faisant ça, dès que je clique sur mon petit bouton, il va me le chercher. J'ai fait la même chose pour que ça me trouve les emojis liés à la journée internationale aussi, parce que honnêtement, quand on prépare des posts médias sociaux, aller retrouver le bon emoji pour mettre au bon endroit, c'est vraiment pas très drôle comme activité. Donc, ça l'a trouvé directement. Là aussi, ça marche avec du code. J'ai vu hier que Make, dont je vous parlais tout à l'heure, donc qui est l'outil d'automatisation, a mis maintenant un module OpenAI à l'intérieur. Donc, on n'a même plus besoin d'aller écrire le bout de script. Ça peut se faire juste en programmation visuelle. Et d'ailleurs, je peux vous montrer Make très rapidement. Make, donc, c'est l'outil d'automatisation où, en gros, on va lui dire, OK, quand il se passe un truc, là, je lui dis, regarde, qu'est-ce qui se passe dans ma base? Je lui dis, regarde tel champ. Je lui ai mis une limite à 5000 parce que je voulais qu'il me fasse un certain nombre de choses. Et une fois qu'il se passe quelque chose, je voudrais qu'il se passe autre chose. Typiquement, là, je les envoie dans Dropbox. Et le but de cette automatisation-là, c'est de créer
un événement calendrier par journée internationale pour qu'ensuite, les utilisateurs, quand ils envoient une qu'ils aiment bien, ils puissent simplement cliquer, ça s'ajoute dans leur calendrier et elle est belle. Et à nouveau, en faire 3500 à la main, pas moyen. Donc, petite maniclette, petit template de création de contenu. On lui met là-dessus. Ensuite, il les renomme et il les réupdate direct dans Airtable. Et donc, tout ça, c'est virtuellement du no-code. Du coup, le no-code, c'est vraiment comment dire, une énorme vague. Gartner pense que d'ici 2025, 70% des nouvelles applications seront en no-code ou low-code. Donc, c'est énorme. Énormément comment dire, du nouveau développement maintenant se fait sur ce type de plateforme pour plusieurs raisons. Je vais d'abord vous parler des avantages. La première bonne raison, c'est que c'est rapide. Ça prend quelques semaines à faire. Par rapport à un développement custom, comme certains d'entre vous ont pu en faire l'expérience, ça peut prendre beaucoup plus de temps. Du coup, c'est peu coûteux comparé à du custom dev. Alors évidemment, on ne fait pas l'économie d'avoir les bonnes données et déjà d'avoir de la clarté, mais c'est possible. Ça peut être développé en interne, donc il n'y a pas forcément besoin de passer par des agences externes. Vous pouvez si vous le choisissez, mais ça peut vraiment faciliter les choses, surtout s'il y a des experts métiers en interne dans vos organisations qui ont des compétences. Là, ils peuvent direct développer ce dont ils ont besoin sans avoir 12 intermédiaires, se perdre en meeting et ainsi de suite. On va aussi pouvoir aller ajuster les choses régulièrement. Donc, à nouveau, pas besoin de faire seulement des itérations tous les 6 mois pour un certain budget. Ça peut se faire au quotidien. Typiquement, pour mes projets, c'est des updates qui se font vraiment régulièrement. Et puis, c'est des fonctionnalités qui évoluent très vite. Toutes les différentes organisations de no-code, ça bouge vite. Dans certains cas, il y a des releases toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Donc, ça permet vraiment de faire évoluer les choses rapidement. En termes d'inconvénients, par contre, les outils no-code, c'est super. Par contre, si vous ne savez pas ce que vous voulez faire, si vous ne savez pas ce que vous vendez, hein, ça peut être en interne aussi, à qui et comment, vous allez faire un truc, mais qui risque de se marcher un peu sur les pieds. Donc, toute l'étape de structure est vraiment importante en amont. Pareil pour la manière dont vous structurez les données. Il y a quand même des contraintes en termes de fonctionnalité et de design, parce que du coup, ce n'est pas du custom dev et on dépend quand même de ce que l'outil en question veut fournir. Typiquement, Tally, c'est un outil de formulaire, il ne va pas me faire des sites Internet. Si je veux des sites Internet, il va falloir que je passe par autre chose. Et cette autre chose, elle aura probablement un certain nombre de limitations. Mais dans beaucoup de cas, on n'a pas forcément besoin d'avoir quelque chose de ultra compliqué. On peut avoir un outil simple qui répond déjà à 80-90% des besoins. Un autre inconvénient, c'est que le prix des abonnements peut être cher une fois qu'on accumule et qu'on commence à connecter beaucoup de choses différentes. Il peut y avoir des challenges liés à la protection des données, suivant la localisation des serveurs. La plupart des outils no-code maintenant sont certifiés GDPR et ainsi de suite, mais j'ai entendu des clients potentiels qui me disaient « Oui, mais il faut que tous les serveurs soient en Suisse. » Oui, pour l'instant, ce n'est pas encore possible dans le sens où c'est un petit peu le prix à payer. Soit on se développe vite, soit on veut avoir des serveurs locaux et un truc super granulaire, mais pour l'instant, ce n'est pas encore possible d'avoir les deux. Inch'Allah, bientôt, peut-être, on espère. Et enfin, il y a un risque de dépendance aux outils. Si tout d'un coup, Airtable ou Make qui fait les automatisations est en panne, eh bien, c'est un problème. Ça arrive heureusement pas trop souvent, mais ça reste un risque. Donc, suivant l'application qui est construite dessus, si tout d'un coup, il y a une indisponibilité, c'est à évaluer dans la matrice de risque. On va clôturer la tech démo parce qu'il est déjà 12h30 pour respecter le timing. Merci à toutes et tous, à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout et puis surtout à toi, Gabriel, pour cette belle présentation de ces outils très accessibles, très pratiques pour chacun de nous. Donc, merci. Et pour les participants, je vais vous envoyer un petit mail de sondage pour avoir un sondage de satisfaction, le lien vers le replay vidéo et les coordonnées de Gabriel, comme je vous disais. Pour info, la prochaine Tech Démo, ce sera en 2023, le 17 janvier, et ce sera sur un outil d'auto-évaluation de maturité digitale. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre.
Et je souhaite à tout le monde une belle journée et aussi d'excellentes fêtes de fin d'année. Merci beaucoup. Merci pour vos questions. Bonne journée. Merci à toi, bonne fête.